Nous allons parler... Alors, le titre me laisse perplexe, je le dis sous forme de taquinerie aux organisateurs. L'exemple des pays à risque, Afrique, Orient, jeunes filles. Alors, l'Afrique comme pays, l'Orient comme pays. Alors, la jeune fille comme pays, j'attends une explication sur le sujet, j'imagine. Non, c'est pas une faute, c'est une question. Je ne me permettrai pas... Non, mais je vous taquine, je pense on va mesurer la cohérence d'ensemble du thème sans grande difficulté. C'était pour meubler. Je donne immédiatement la parole à Madame Moumné. Alors merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'organisation de ce colloque et pour m'avoir invité l'UNESCO à participer à cette importante discussion. Donc moi, je m'appelle Rola Moumné. Je suis responsable du programme droit à l'éducation à l'UNESCO et je suis moi-même juriste. Et le cadre juridique et l'action normative font partie intégrante de domaine d'intervention du programme droit à l'éducation. Et donc, je vais parler effectivement de ce droit qui est bousculé, des défis régionaux et des défis globaux qui se posent au droit à l'éducation. Et je vais essayer de finir aussi par les opportunités et une certaine réflexion sur comment on peut envisager d'élargir l'étendue du droit à l'éducation dans les textes internationaux. C'est une discussion qui est aujourd'hui en cours. Donc, je voudrais juste commencer par dire que l'année 2020 a évidemment été marquée par le Covid, par la crise de Covid, mais aussi j'aimerais préciser que cette année a aussi été marquée par le 60e anniversaire de la Convention contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement. C'est une convention qui avait été adoptée par l'UNESCO, qui est en fait le premier instrument juridiquement contraignant au niveau international qui est exclusivement dédié au droit à l'éducation. On a entendu parler ce matin du pacte économique, social, culturel, sur les droits économiques, sociaux et culturels. On a parlé aussi de la Convention sur les droits de l'enfant. Mais j'aimerais aussi préciser que cette convention c'est un texte entièrement dédié à la protection du droit à l'éducation, qu'il reconnaît comme un droit fondamental. Cette convention, en fait, a été adoptée pour donner une expression concrète à l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui consacre le droit à l'éducation. Et donc cet instrument, il met en avant l'obligation des États de garantir un enseignement gratuit et obligatoire et promeut aussi l'égalité des chances et proscrit toute forme de discrimination. Cette convention a été plus récemment, il y a quelques années, reconnue comme pierre angulaire du programme d'éducation 2030. Alors, 6 décennies se sont aujourd'hui écoulées depuis l'adoption de cette convention. On voit qu'il y a eu beaucoup de progrès, il y a de très bonnes nouvelles au niveau mondial. Il y a eu des avancées. On sait par exemple que 105 pays consacrent le droit à l'éducation dans leur constitution. On sait que 155 pays garantissent légalement au moins 9 années d'enseignement obligatoire et 99 pays garantissent légalement au moins 12 années d'éducation gratuite. Mais aussi, plus concrètement, depuis 2000, le nombre d'enfants et d'adolescents non scolarisés a diminué de moitié dans le monde. Il y a eu des améliorations notables au niveau de l'égalité des sexes dans l'éducation et essentiellement au niveau primaire. Et il y a beaucoup d'efforts qui ont été déployés pour évaluer si les résultats de l'apprentissage ont été atteints. Donc ça, ce sont vraiment des bonnes nouvelles. Et pourtant, à côté de ces bonnes nouvelles, et alors que la notion de droit à l'éducation elle est considérée comme acquise, ce droit n'est toujours pas une réalité pour des millions de personnes. Plus ou moins 260 millions d'enfants dans le monde sont privés de leur droit à l'éducation. On a aussi plus de 8% des enfants qui sont en âge d'aller à l'école primaire qui ne sont pas scolarisés.
Et on sait que seulement 6 jeunes sur 10 termineront leurs études secondaires en 2030. Et on a 773 millions d'adultes illettrés dans le monde et le taux d'alphabétisation des jeunes est très important. Donc on a certains défis qui sont globaux au-delà des spécificités régionales. On a les défis culturels. Alors, parce qu'on m'a demandé de parler du droit à l'éducation des jeunes filles et de certains défis qu'on rencontre au niveau régional. Alors, parmi les défis culturels, on a par exemple les mariages précoces, qui sont une pratique discriminatoire, très souvent fondée sur des stéréotypes de genre, et ils mettent en danger, et on le sait très bien, le développement éducatif des jeunes. Et la pratique des mariages précoces s'applique principalement aux filles. Alors, on a 765 millions d'enfants qui sont mariés, parmi lesquels 650 millions qui sont des filles. Pardon ? C'est mineur ou c'est... Alors, je vais en venir justement. Alors, on a... c'est moins de 18 ans, en fait. Voilà. C'est moins de 18 ans, mais je vais revenir sur ça. Il y a des exceptions. Donc, on a seuls 29% des pays qui déterminent 18 ans comme l'âge légal minimal pour se marier, sans exception. Et on a 18% d'entre eux qui fixent ce minimum à un âge inférieur à 18 ans. Au niveau régional, alors quand je dis régional, pardon, mais je parle des régions du monde, l'Europe et l'Amérique du Nord ont la plus forte proportion de pays dont l'âge minimum du mariage est fixé à 18 ans sans exception ou autorisant des exceptions judiciaires à partir de 16 ans seulement. Pourtant, 51% des pays de cette région inscrivent un âge minimum à 18 ans, mais avec des exceptions qui sont soit inférieures à 16 ans et ou ne sont pas accordées par un juge. Les pays de la région arabe sont ceux qui comptent le plus grand nombre fixant un âge minimum du mariage inférieur à 18 ans pour les filles. Je ne vais pas ajouter des chiffres, mais je vais simplement dire que les conséquences en termes de droit à l'éducation sont importantes. On a 70 jeunes femmes dans les pays à faible revenu et 88 dans les pays à revenu moyen inférieur qui achèvent leur deuxième cycle de l'enseignement secondaire pour 100 jeunes hommes qui le font. À l'échelle mondiale, sur les 59 millions d'enfants en âge de fréquenter l'école primaire qui n'étaient pas scolarisés en 2018, 12 millions, soit 20%, n'ont jamais été scolarisés et ne le seront probablement jamais si la tendance actuelle se poursuit. Et les filles représentent les 3/4 de ces enfants. Et d'ailleurs, plus de 4 millions d'entre elles se trouvent en Afrique subsaharienne. À côté de ces défis, on a aussi les défis des grossesses précoces. On le sait, la grossesse et la maternité ont un impact profond sur l'éducation des filles et des femmes. Une législation restrictive interdit parfois aux filles enceintes et aux mères, jeunes mères, de fréquenter l'école ou de passer un examen, ce qui limite aux cours pour adultes ou au cours du soir, ou parfois en les séparant de leurs camarades par crainte qu'elles n'aient une influence, etc., entre guillemets. De plus, elles n'ont souvent pas accès aux programmes de transition qui leur permettent de reprendre l'enseignement lorsqu'elles le manquent. On a 27% des pays qui protègent explicitement le droit à l'éducation des filles enceintes et des mères dans leur législation, 27%. Et on a quand même 8% d'entre eux qui restreignent ce droit des jeunes filles. On a bien évidemment, à côté de ces défis, on a les défis économiques. On sait très bien la pauvreté qui est importante dans certains pays, le manque de gratuité de l'éducation, l'impossibilité de payer des frais de scolarité, les coûts indirects de l'éducation et le risque de décrochage scolaire pour aller travailler, etc. Selon les estimations récentes de l'OIT, on a 246 millions d'enfants âgés de 5 à 17 ans
qui seraient astreints à travailler dans le monde. Et 179 millions d'entre eux exercent les pires formes de travail des enfants. C'est dans la région Asie-Pacifique que l'on compte le plus grand nombre absolu d'enfants économiquement actifs, soit 127 millions ou 60% des enfants travaillant dans le monde. Dans les pays à faible à revenu faible et intermédiaire plutôt, les adolescents issus de 20% des ménages les plus riches ont 3 fois plus de chances que ceux issus de ménages les plus pauvres d'achever le premier cycle de l'enseignement secondaire. Et parmi ceux qui achèvent ce cycle, les élèves issus des ménages les plus riches ont 2 fois plus de chances que ceux issus des ménages les plus pauvres d'atteindre le niveau minimum de compétences en lecture et en mathématiques. Dans les pays à faible revenu, seuls 4% des jeunes les plus pauvres achèvent le 2e cycle de l'enseignement secondaire, alors que 36% des plus riches le font. Je vais m'arrêter là pour les défis économiques. Et à côté de ça, on a les défis sociétaux. On sait très bien la marginalisation, voire parfois les discriminations à l'encontre des populations les plus vulnérables, qui sont importants. Les enfants qui sont porteurs de handicap ont 10 fois moins de chances d'aller à l'école au niveau global. Dans de nombreux pays, les populations autochtones rencontrent davantage d'obstacles pour achever l'école primaire et ont moins de chances d'obtenir un diplôme, un certificat ou une licence que les non-autochtones. La progression vers les niveaux d'éducation plus élevés reste un défi pour nombre d'entre eux, en particulier évidemment pour les filles, comme vous pouvez l'imaginer. Et concernant, on en a parlé tout à l'heure, les enfants réfugiés, au niveau global, 63% des enfants réfugiés sont inscrits à l'école primaire, 24% à l'école secondaire et seulement 3% dans l'enseignement supérieur, contre respectivement 91%, 84% et 37% en pourcentage global. Alors, à côté de ces défis et de ces obstacles, on a l'émergence de nouveaux défis globaux. Aujourd'hui, l'accélération du changement climatique est un défi important qui se pose au droit à l'éducation. On a une forte augmentation du nombre de déplacés climatiques dont le droit à l'éducation est clairement menacé aujourd'hui, tant en raison de l'absence d'une définition universellement acceptée, que de leur non-assimilation au statut de réfugiés, malgré le fait que dans les textes internationaux, le droit à l'éducation est un droit universel, que aussi de la diversité des situations de déplacement et les obstacles directs, j'ai envie de dire, des déplacés climatiques au droit à l'éducation. Ou encore aussi de l'inadéquation des réponses législatives et politiques des pays à l'échelle nationale et aussi l'absence de réponse au niveau régional. À côté de ça, nous avons aussi l'importance croissante du rôle du numérique dans le domaine de l'éducation. La pandémie, j'en ai parlé au tout début, a exacerbé les disparités d'accès à l'éducation dans le monde, faisant du manque de connectivité vraiment un facteur additionnel d'exclusion de premier plan et aggravant la marginalisation des personnes les plus vulnérables. On a environ 40% des pays à faible et moyens revenus qui n'ont pas été en mesure de soutenir les apprenants défavorisés lors de la fermeture des écoles, ce qui a évidemment exacerbé les inégalités. Un tiers des élèves n'ont pas pu avoir accès à des solutions d'apprentissage à distance, un tiers, ce qui souligne l'urgence de faire de la connectivité un droit. Et l'UNESCO a estimé que plus de 24 millions d'apprenants du niveau pré-primaire au niveau universitaire, dont plus de 11 millions de filles, risquent d'abandonner leurs études. Alors, ces défis globaux et régionaux, ces défis nouveaux mais aussi traditionnels, nous conduisent aujourd'hui à réfléchir à l'évolution de la notion de droit à l'éducation.
réfléchir à élargir le concept et la définition pour intégrer les réponses à ces défis. Donc, on vient de le voir, les défis de la mobilité, les défis à l'éducation des groupes vulnérables qui sont de plus en plus vulnérables, et on en voit qui se marginalisent davantage, à l'apprentissage numérique, mais aussi à l'apprentissage du pré-primaire jusqu'à l'enseignement supérieur, et le droit à l'apprentissage tout au long de la vie, comme cela a été mentionné tout à l'heure. Donc il est temps aujourd'hui de faire respecter ce droit en portant une attention renouvelée aux droits et obligations énoncés dans, bien évidemment, la Convention de l'UNESCO sur le droit à l'éducation, mais aussi le pacte, et le pacte qui a été cité tout à l'heure, et la Convention sur les droits de l'enfant, j'ai envie de dire dans le cadre normatif international, pour mettre effectivement fin à toutes les formes de discrimination et assurer enfin véritablement une égalité de chance dans l'éducation. Permettez-moi de finir avec quelques pistes, ce que l'UNESCO tente de faire pour répondre aujourd'hui à ces défis. Je donnerai juste quelques exemples, je n'ai pas le temps de m'étendre, mais je donnerai quelques exemples qui sont un petit peu en résonance avec ce qui a été soulevé jusqu'à présent dans les discussions. Donc j'aimerais juste dire que l'UNESCO promeut une perspective de genre dans l'éducation à travers son action normative, en particulier le suivi de la mise en œuvre du droit à l'éducation et de la non-discrimination, en s'assurant que les pays, les États membres de l'UNESCO respectent ces cadres et développent leur législation et politique publique afin de se conformer aux obligations internationales, c'est-à-dire aligner clairement les cadres nationaux, les cadres législatifs, réglementaires, politiques aux standards et normes internationales. C'est un travail que l'UNESCO fait depuis des années et continue à faire. Donc, l'objectif du renforcement de droits des filles et des femmes à une éducation de qualité ne peut être atteint sans ces cadres qui doivent être aujourd'hui vraiment fondés sur les droits humains, sensibles aux questions de genre et réellement inclusifs. Cette notion d'éducation inclusive n'a pas encore été abordée, mais je pense que c'est important de rappeler. Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'UNESCO sur l'égalité des genres, nous avons développé, par exemple, un atlas interactif du droit à l'éducation des femmes et des filles qui est conçu comme un outil de plaidoyer et de suivi, donc qui vise à faire progresser ces droits au niveau national. Donc nous observons les situations, nous essayons d'analyser, de voir comment ces droits sont appliqués, quels sont les manquements et comment, et à travers ça, donc ça c'est vraiment un travail de surveillance et de suivi, et à travers donc les conclusions et les résultats de ce travail, nous essayons d'appuyer les pays pour répondre à ces défis. Par ailleurs, nous avons lancé une initiative il y a 2 ans pour étudier les obstacles à l'éducation posés par le changement climatique, ainsi que les déplacements liés au climat. On le sait, les effets catastrophiques du changement climatique ne sont plus des urgences isolées aujourd'hui, mais sont devenus vraiment une nouvelle norme mondiale. Et c'est une réalité vraiment qui ne fait que s'intensifier d'année en année. Donc le projet de l'UNESCO est de sensibiliser et faire des recommandations concrètes aux décideurs et aux praticiens et à toutes les parties prenantes qui sont prenantes à ces questions. Donc vraiment pour essayer de sensibiliser et de trouver des solutions pour cette question. On a développé un document d'orientation avec des recommandations générales. On fait des études de cas dans 4 régions qui sont du monde qui sont les plus touchées par ces questions. La région Asie-Pacifique, la région Amérique latine et Caraïbes, l'Afrique de l'Est et l'Europe du Sud-Est. Donc à travers des études de cas approfondies avec collecte de données empiriques, etc. Et tout ça pour aboutir à une synthèse générale avec des recommandations qui pourraient être immédiatement appliquées par les pays pour répondre aux défis d'aujourd'hui, mais surtout préparer leur système éducatif pour ces défis-là, pour le plus long terme. Par ailleurs, l'UNESCO mène des consultations périodiques auprès de ses États membres pour s'assurer que l'application, par exemple, de la Convention contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement est bien appliquée.
Sur la base des rapports nationaux, nous faisons des synthèses avec des conclusions pour développer des recommandations, pour les appuyer à mieux appliquer ces normes et standards internationaux. La participation des pays à cette consultation, j'ai juste envie de mentionner ça, était une occasion importante d'évaluer, de faire leur travail d'auto-évaluation de leur situation et d'identifier les défis. Voilà, c'est important voilà, de voir qu'ils partagent les défis, qu'ils reconnaissent que voilà quels sont les défis, comment on compte y remédier, et établir un dialogue constructif aussi avec toutes les parties prenantes, y compris la société civile. La dernière consultation en date s'est achevée en 2021, fin 2021. Nous avons lancé un rapport à l'occasion de la journée internationale pour la langue maternelle. Donc, c'est le rapport global qui a été publié. Et juste pour dire que les conclusions de cette consultation donc, nous conduisent à réfléchir, comme je le disais tout à l'heure, aux dimensions évolutives du droit à l'éducation. Et je finirai sur ça. 2 mots sur cette initiative. Une première initiative sur les futurs de l'éducation qui vise à réexaminer et réinventer ce que peut être à l'horizon 2050 et au-delà la contribution de l'éducation et du savoir au bien commun mondial avait été lancée, peut-être que vous le savez certainement même. Des travaux ont été menés par une commission internationale qui, en novembre dernier, a publié son rapport intitulé « Repenser nos futurs ensemble, un nouveau contrat social pour l'éducation ». Ce rapport invite à une réflexion sur l'élargissement de la notion de droit à l'éducation. Et sur la base de ce rapport, mais aussi les conclusions des consultations que je citais tout à l'heure, l'UNESCO vient de lancer une initiative donc, sur l'évolution de ce droit pour identifier les nouvelles dimensions et surtout définir quelles pourraient être les nouvelles obligations et les nouveaux droits qui permettront de faire évoluer donc, le cadre normatif, le cadre juridique international pour mieux répondre aux défis qui s'annoncent et surtout à leur implication pour assurer l'éducation pour tous pour 2030 et au-delà. Merci. Merci beaucoup. En vous écoutant, je me disais que le mot qui revenait le plus souvent, et je le comprends avec toutes les illustrations que vous donnez, c'est le mot défi. Et vous décrivez un nombre de défis qui est assez considérable. Et on voit bien, à la fin de cette séquence, puisque je me suis moqué des organisateurs, la cohérence du programme. Donc, je n'ai pas ma culpe, il y a une vraie cohérence entre les différentes contributions. J'avais peu de doute, en réalité, en arrivant à la tribune. Y a-t-il des questions avant que nous passions à une pause café, puis que nous ayons les 2 dernières contributions, puis une pause libre? Il y aura un débat sur la pause café, la pause libre. La pause café serait-elle imposée? Je ne sais pas. Avez-vous des questions? Oui. Merci. Oui, je voudrais poser une question à Madame Salane. J'espère que je ne vais pas dire trop de bêtises, prononcer trop d'inepties sur un champ que j'ai trop peu exploré. Ma question est la suivante. Est-ce qu'on pourrait imaginer, ou est-il souhaitable d'imaginer, que le juge répressif, lorsqu'il prend sa décision de détention, puisse l'assortir d'une obligation de formation, d'une obligation d'éducation, ce qui aurait pour conséquence la mise en œuvre du principe de gratuité de l'enseignement public à tous les degrés. Est-ce que ça a été exploré par vous? Alors, ça n'a pas du tout été exploré par moi, ni par les chercheurs en sciences humaines et sociales qui s'intéressent à cette question. Juste une réponse que je peux faire, et qui du coup n'est pas une réponse directe à votre intervention, mais c'est que certaines personnes détenues se sont retournées parfois contre les établissements pour pouvoir véritablement accéder aux documents auxquels ils n'arrivaient pas à accéder, ou pouvoir faire valoir leurs droits, par exemple à passer un examen, puisqu'il est prévu qu'ils puissent avoir une extraction sous certaines conditions de pouvoir être extrait pour passer un examen, par exemple. Et c'est en ça que je concluais sur la question des inégalités.
c'est qu'on voit bien que les personnes qui se permettent d'aller jusque-là, ce sont des personnes qui sont fortement soutenues, soit par leur famille, etc., mais aussi par des associations, par la Ligue des droits de l'homme, par exemple, pour pouvoir après supporter les conséquences qu'il peut y avoir à un tel acte. Et notamment dans un des entretiens que j'avais mené avec une personne détenue, elle m'avait expliqué qu'elle ne pouvait pas accéder à ces cours d'anglais parce qu'on disait que c'était une langue, qu'on n'arrivait pas à connaître le contenu. Il aurait fallu regarder, voir si c'était pas glissé à l'intérieur des messages, etc. Et donc, il avait mis la directrice de l'établissement, alors je ne sais pas si c'est le bon terme ou la bonne procédure, mais devant le tribunal administratif, qu'il avait gagné, mais que du coup, en tout cas lui reliait directement la chose. Il avait été transféré d'établissement très peu de temps après, pour une raison bien sûr autre, hein, mais lui reliait directement le fait qu'il ait gagné et qu'il ait engagé cette procédure à la sanction qu'il avait eu derrière, puisqu'un transfert veut dire un éloignement d'avec sa famille, etc., quoi. Voilà, mais sur votre question, non, j'ai pas d'éléments. Vous avez centré une partie de votre exposé sur l'enseignement supérieur. Là, je n'y connais rien, donc je vous fais entièrement confiance. Je vous fais confiance pour le reste aussi, d'ailleurs. Mais je trouve que le droit, en ce qui concerne l'enseignement scolaire, le droit n'est pas si bousculé que ça en prison, le droit à l'instruction. Parce que la proportion d'enseignants que l'éducation nationale met à disposition des prisons est quand même un nombre important compte tenu du nombre de détenus qui suivent les enseignements, hein, d'une part. Et pour m'être intéressé, quand j'étais directeur d'enseignement scolaire, à un moment déterminé à cette question, de très gros efforts ont été faits pour assurer effectivement le droit à l'éducation dans les prisons. Nous avons alors, tout n'est pas merveille, bien sûr, tout n'est pas merveilleux. On a des problèmes de gestion de personnel, parce qu'il faut faire coïncider le service et les modalités du service des instituteurs, spécialisés en particulier, avec les horaires de disponibilité des détenus. Donc, il y a toutes des questions de gestion de personnel qui sont extrêmement complexes à résoudre. Et puis, on se heurte surtout à la gestion de l'administration pénitentiaire, compte tenu des contraintes que subissent les détenus. Évidemment, les enseignements n'ont pas le principe de continuité du service public qui serait toujours souhaitable. Voilà. Mais il me semble qu'il n'y a pas, en ce qui concerne l'enseignement scolaire, il y a des gros efforts qui sont faits. Tout n'est pas merveilleux, mais quand même, on n'est pas dans une rupture totale du droit de l'éducation. Effectivement, je me suis centrée sur le supérieur en expliquant que c'était bien un tout petit bout de la réflexion. Et si par exemple on s'intéresse aux mineurs, ce que montre la scolarisation des mineurs, ce que montre la recherche, c'est que donc depuis quelques années, il existe les établissements pour mineurs, les EPM, et que dans ces établissements, tel que ça a été imaginé, tel que ça a été construit, avec aussi plein d'inconvénients, mais en tout cas, le scolaire était au centre, l'éducatif était au centre, on va dire ça comme ça. Et que dans les faits, les mineurs qui sont dans les EPM bénéficient d'un nombre important d'heures scolaires, d'heures devant enseignants, etc. Mais que par contre, si on s'intéresse aux mineurs qui sont dans les quartiers mineurs, on voit que là, l'offre scolaire est extrêmement faible, elle est extrêmement disparate, et donc rien que s'intéresser aux mineurs, et la totalité des mineurs n'est pas en EPM, ils sont plutôt en quartier pour mineurs, on voit déjà qu'il existe des inégalités selon le type d'établissement dans lequel on est, sachant que dans les quartiers pour mineurs, c'est compliqué. Alors, vous avez raison, il y a des efforts importants. La personne qui est détachée au sein de l'administration pénitentiaire prend ces questions vraiment à cœur, mais en même temps se retrouve... je prendrai que le cas du numérique, par exemple, où je pense que là, vraiment, on est sur... moi, depuis que je travaille sur ces questions, et ça commence à dater,
c'est une question extrêmement, c'est un nœud, on va dire, avec des expérimentations multiples qui sont faites et qui n'aboutissent pas, qui restent à l'état d'expérimentation. Donc maintenant, on a le numérique en détention. On espère tous que ça va déboucher sur des choses. Moi, j'ai quand même peu d'espoir, mais bon. Voilà, pourquoi pas. Et donc, on voit quand même il y a énormément d'obstacles avec des professionnels sur place qui se démènent, mais qui quand même se heurtent à un fonctionnement d'une institution qui n'a pas pour objectif premier la question éducative, ça dépend des établissements, mais quand même, à une temporalité extrêmement... qui s'articule mal à une scolarité, avec la plupart des peines extrêmement courtes, des personnes qui ont un turnover extrêmement important, etc. Donc il faut vraiment faire avec. Et au niveau qualitatif, puisque moi maintenant je travaille sur les enseignants, on voit bien que les enseignants ont des pratiques extrêmement inventives pour être au plus près des attentes des personnes détenues. Mais on ne peut pas dire que ce soit quand même extrêmement satisfaisant. Je vous remercie toutes les deux pour vos interventions. Alors, ce n'est pas une question, c'est juste un témoignage. Dans le cadre des fonctions que j'exerce à la Cour nationale du droit d'asile, j'ai été confronté, d'où le titre un peu baroque, Afrique, Orient et jeunes filles. Effectivement, on s'aperçoit que beaucoup de jeunes femmes, notamment, qui viennent en France et qui demandent l'asile, ont un parcours migratoire qui est à l'origine, finalement, causé par une non-scolarisation. Parce qu'on voit généralement que des jeunes filles à partir de 12-13 ans, surtout en Afrique subsaharienne, sont en fait mariées de force, ou alors... et en fait, elles sont mariées, elles ont plusieurs enfants, généralement issus de violences sexuelles, et elles arrivent à s'extraire, tant bien que mal, de cette situation, et tout leur parcours, finalement, fait qu'elles sont prisonnières, elles sont prisonnières par des réseaux, tout simplement, et notamment par les réseaux de prostitution. Et en fait, elles arrivent en France, en passant notamment, généralement par l'Italie et ensuite la France. Thibaut Fleury est parti, mais il aurait pu aussi abonder. Voilà. Et en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à l'origine, c'est parce qu'elles ne sont pas allées à l'école. On ne leur a pas permis d'aller à l'école, pour des raisons culturelles, religieuses, sociétales. Et c'est vrai que c'est un phénomène assez récurrent que l'on voit. Et malheureusement, avec l'Afghanistan en plus depuis quelques temps, là, ce phénomène s'amplifie. Voilà, c'était juste pour donner un témoignage de ce que j'ai pu observer dans le cadre de ces fonctions. Voilà, merci. On reprend pour cette dernière séquence de la matinée. Nous allons parler désert et laïcité. Et nous allons commencer avec M. Benayed par évoquer la question « Le désert juridique, l'exemple de la discrimination scolaire ». Je vous laisse la parole. Bien, bonjour, merci à toutes. Et puis merci beaucoup pour l'invitation à ce colloque qui nous permet de faire dialoguer la sociologie et le droit, ce qui me paraît absolument indispensable. Alors, le titre de mon intervention, donc le désert juridique, j'ai mis des guillemets. Alors, je vais revenir sur le pourquoi de ces guillemets. Alors, cette intervention s'inscrit en fait dans la production d'un ouvrage qui est en cours et sur lequel je me suis posé beaucoup de questions. Il devait s'appeler « La discrimination scolaire ». Et finalement, il s'appelle « L'école discrimine-t-elle ?» avec un point d'interrogation. Et donc, c'est un ouvrage qui est mu par une sorte de scepticisme, de doute un peu socratique sur qu'en est-il finalement de cet objet discrimination scolaire. Alors, pour situer un peu les choses, la question de la discrimination, je vais passer peut-être la première diapo. En fait, dans l'espace sociologique, elle s'est beaucoup développée et elle se présente comme, de facto, avant tout, une discrimination ethnique ou ethno-raciale selon le vocabulaire qu'on utilise. Autrement dit, les populations visées sont principalement les populations issues de l'immigration. Alors certains disent même immigration post-coloniale. Et ça pose une question, voilà, une question que j'essaye de traiter, d'aborder. Alors je précise que mes travaux précédents portaient sur les inégalités scolaires.
sur les questions de mixité sociale à l'école et de ségrégation et de grande pauvreté pour le dernier ouvrage. Et la discrimination, donc, c'est un objet que je vais plutôt esquiver, non par principe, mais par l'usage qui en est fait habituellement en sociologie, parce qu'il y a non seulement, comme on le voit, une dimension qui consiste à mobiliser un paradigme parfois racialiste ou ethnicisant, d'une part, et surtout, ce qui me pose question, c'est que la discrimination est posée comme un postulat de départ et pas comme l'objet d'une démonstration. Donc voilà ce qui m'intéresse dans le travail que j'essaie de faire. Alors, ça renvoie forcément... Alors, je vais juste montrer quand même une autre diapositive. Alors, j'ai fait ça rapidement. Quand on regarde cette diapo, en fait, je me suis amusé à faire une entrée par mots-clés sur le portail Cairn sur les 10 dernières années. On ne peut pas le faire avant. Et quand on regarde en fait les intitulés de production, qu'il s'agisse d'articles ou d'ouvrages, on voit comment les termes raciaux, ethno-raciaux, ethnicité, un peu religion, sont réellement montés en puissance ces dernières années au détriment, en quelque sorte, du paradigme classique en termes de classe sociale et d'inégalité. Voilà, c'est une des questions clés. Alors, lorsqu'on essaye de travailler sur la discrimination, il y a des écrits sociologiques plutôt tempérés, d'autres beaucoup moins. Alors, en tout cas, il y en a certains qui le disent. Alors, je cite Laure Bérigny et Vincent Arnaud-Chappe, qui discutent des relations entre la sociologie et le droit à propos de la notion de discrimination. Alors, leur propos est de plaider pour ce qu'ils appellent un usage raisonné de la notion de discrimination en sociologie. Ce qui fait contraste avec l'idée de pas mal de sociologues qu'il y aurait des discriminations dites massives et même certains vont jusqu'à mobiliser la notion de discrimination systémique ou de discrimination d'État. Bon. Alors, d'autres sociologues ont un rapport ambigu avec le droit, puisqu'ils nous disent que la notion de discrimination est avant tout un objet de droit et pas de sociologie. Alors on va essayer de comprendre pourquoi. Alors certains disent aussi un objet sociologique traversé par le droit. Bon, c'est un peu compliqué comme façon de travailler. D'autres disent le droit doit être mobilisé comme une ressource, comme un allié de la sociologie des discriminations. Mais néanmoins, on voit bien que se pose une question de concurrence des rapports sociaux, comme on dit, et du statut même de la discrimination en général, mais en particulier de la discrimination scolaire. Dans l'ouvrage, j'écris un long chapitre qui s'appelle, mais que je n'aborderai pas ici, « La discrimination scolaire n'est pas une discrimination comme les autres », puisque le système scolaire a une fonction, comme vous le savez, de classement, une fonction d'orientation, une fonction y compris de sélection, etc., que l'on a analysé pendant des décennies et des décennies à partir notamment des travaux de Pierre Bourdieu, autour de la notion de reproduction sociale, d'inégalité sociale, et au fond, jamais de discrimination. Et lorsqu'on regarde de près les corpus, pas uniquement qualitatifs, mais les corpus quantitatifs, je dis ça un peu de façon un peu provocante, finalement, c'est les mêmes données qu'on est en train d'utiliser, sauf qu'on les appelle aujourd'hui discrimination. Voilà. Donc, une question de fond, c'est finalement que veut dire discrimination exactement. Alors, bon, je vous repasse une définition assez simple de la discrimination. Donc, un traitement défavorable qui doit remplir des conditions cumulatives, être fondé sur un critère défini par la loi, le sexe, le handicap, etc., et relevé d'une situation visée par la loi. Donc, définition du défenseur des droits, issu des textes de loi. Alors, là où se pose une question avec la sociologie, c'est que
les sociologues ont un rapport ambivalent avec le droit. Voilà. Parce qu'ils estiment que le droit a une conception restrictive de la notion de discrimination. Voilà. Autrement dit, alors je précise que je ne suis pas d'accord exactement avec cette affirmation, que finalement, si le droit définit la discrimination avec des critères, les 25 que vous connaissez, les situations qui sont visées, alors ce qui ne ferait pas partie de ces 25 critères serait sujet à ce que certains appellent des discriminations légales. Hein. Donc le droit est un allié, mais le droit est restrictif. Bon. Alors, c'est une affirmation qui mérite d'être discutée. Pourquoi ? Parce que, certes, on peut considérer que le droit est restrictif. On peut aussi considérer que, la vie sociale ne peut pas être régie que par le droit et qu'il y a des phénomènes sociaux, sinon nous ne serions pas sociologues. Mais est-ce que pour autant, tous les autres phénomènes qui ne rentreraient pas dans la définition stricte de la discrimination telle qu'elle est définie par les textes, est-ce qu'ils sont justifiables de l'expression discrimination ? Donc voilà la question que je me pose. Alors, c'est une question que je ne suis pas seul à me poser. Il y a ce texte, donc je n'ai mis qu'un extrait de l'Observatoire des inégalités, et qui se pose fondamentalement la question de la différence entre inégalité et discrimination. Alors, l'inégalité désigne un accès différent à des ressources, notamment l'éducation, etc. Alors qu'une discrimination est une différence de traitement interdite par la loi. Bon. Dit autrement, les inégalités ne sont pas illégales et ne sont donc pas des discriminations, mais toute discrimination constitue une forme d'inégalité. Donc, en fait, il y a une relation entre les deux notions. Mais la dernière phrase est importante. On peut être condamné par la justice pour discrimination, mais pas pour un traitement inégalitaire. Dit autrement, nous aboutissons là à un point, sensible, c'est que ce qui ferait la différence entre inégalité et discrimination serait précisément le droit. Bon. Alors, certains ne suivent pas cette ligne. J'ai plutôt tendance à la suivre. Voilà. Après grande réflexion, pourquoi est-ce que j'ai tendance à la suivre ? Parce que les travaux qui mobilisent la notion de discrimination en sociologie, d'abord, ne définissent pas la discrimination, et d'autre part, sont plus souvent fondés sur le ressenti des personnes qui se disent être discriminées, ou bien on a tout un tas de notions appareillées comme injustice, sentiment d'injustice, etc., etc. Et dès lors que les personnes ont un sentiment, je dirais, d'être disqualifiées, etc., le sociologue appelle ça discrimination, quand bien même les acteurs sociaux n'emploient pas ce terme. Donc il y a une sorte d'aporie de ce terme. Et comme je dis souvent à mes collègues, le mot discrimination, en fait, le terme discrimination, pourrait avoir une portée très critique pour envisager le fonctionnement du monde social, mais s'il est surutilisé, alors il perd de sa portée heuristique et par là même de sa portée critique. Alors, une façon de s'en sortir, en quelque sorte, donc là je vous présente qu'une partie du livre, je ne présente pas tout le volet enquête quantitative, qualitative qui serait beaucoup trop long. Alors, je me suis dit, si le droit est un allié du sociologue, alors il faut prendre le droit au sérieux, quand bien même je ne suis pas juriste et j'essaye de me débrouiller avec ce que je peux avoir comme élément. Alors, si on prend par exemple ce rapport du Défenseur des droits de 2018, alors déjà on voit quelque chose d'intéressant, c'est que l'éducation ne représente que 9,3% des dossiers traités, donc c'est relativement peu. Mais surtout, quand on descend, et vous verrez tout à l'heure, ce sera plus détaillé, on voit que alors, les pourcentages sont rapportés à l'ensemble des cas traités par le Défenseur des droits. Hein, ce n'est pas un sous-pourcentage du 9,3. Finalement, l'éducation, la discrimination selon l'origine, c'est 0,8% des dossiers traités. La nationalité, 0,4%. Le patronyme, 0%. Bon, alors ça pose une question. Est-ce que c'est une question de non-recours aux droits sociaux? Est-ce que c'est le fait que le non-droit de la discrimination scolaire, encore faut-il savoir s'il existe, serait finalement un droit peu effectif?
ou bien est-ce que tout simplement la notion de discrimination scolaire ne serait pas surestimée dans les travaux de recherche comme un supplétif à la question des inégalités. Alors, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais cette problématique entre inégalité et discrimination est en fait une problématique qui est devenue très centrale en sociologie, puisqu'elle voit s'affronter les tenants, comme je l'ai un peu suggéré tout à l'heure, des rapports de classe, et les tenants de ce qu'on pourrait appeler maintenant des rapports de race. Voilà. Donc en fait, la discrimination est une sorte d'objet par ricochet, c'est-à-dire que en introduisant le terme discrimination dans les sciences sociales, comme on l'a vu avec le tableau tout à l'heure, ce qu'il s'agit de mettre au jour, ce sont des rapports de race. Hein. Et la question de la race mériterait en elle-même une intervention à part entière sur ce concept. Il y a un livre qui vient de sortir qui s'appelle Sociologie de la race. Ça peut paraître étonnant, mais pour dire les choses très, très, très simplement, dans l'ouvrage, je mets très à distance cette notion, n'étant absolument pas convaincu de son usage et considérant même que son usage peut être potentiellement dangereux sur le plan éthique. Mais je suis désolé de dire ça en quelques phrases, ça devrait mériter une démonstration. Alors, si je reviens à la question du droit, alors, qu'est-ce qu'on peut regarder en premier lieu à propos de la discrimination? Le Code de l'éducation, dont on a beaucoup parlé. Alors, j'ai fait simplement une analyse par mots-clés. Est-ce que le Code de l'éducation parle de discrimination? Alors, il en parle un peu. Il en parle dans l'article 111-1 relatif au droit à l'éducation. J'y reviens pas, ça a été cité à plusieurs reprises. Et puis, il en parle de façon un petit peu parcellaire, dans un ensemble d'articles un petit peu éparpillés. Par exemple, les conseils d'école qui doivent veiller à la protection des enfants contre toute forme de violence et de discrimination. Donc là, le terme apparaît. Bon, seulement, on ne sait pas ce que ça veut dire exactement. Voilà. Le conseil d'école veille à la discrimination. Qu'est-ce que ça voudrait dire en pratique? Mais je reste qu'à l'état des textes, là. Les comités d'éducation à la santé, à la citoyenneté, à l'environnement, qui, eux aussi, doivent contribuer à la lutte contre toute forme de discrimination. J'en profite d'ailleurs pour faire un tout petit aparté. Dans les textes qui régissent le système éducatif, mais pas uniquement, on voit souvent ce terme « contribue à » ou bien « veille à ». Voilà. Et du coup, on se pose toujours la question du caractère plus ou moins coercitif, obligatoire de la référence. Hein, c'est-à-dire contribuer à, finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Dans le Code de l'éducation, l'article 1, et j'y avais contribué à l'époque, il a inscrit le service public d'éducation veille à la mixité sociale. Veiller à la mixité sociale, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. C'est-à-dire, c'est dans la loi de 2013, c'est dans le Code de l'éducation, dans un décret d'application. Mais pourtant, c'est un exercice finalement qui est plutôt volontariste. Et toute la question, c'est est-ce que sur des faits de nature juridique, comme la discrimination, est-ce qu'on peut se contenter d'une approche uniquement volontariste, au bon vouloir, ou est-ce qu'il s'agit réellement d'un cadre contraignant? C'est une question qui me paraît intéressante. Pareil, le service public de l'enseignement supérieur contribue à la lutte contre les discriminations. Il y a un article relatif au droit d'exercice et de la liberté syndicale dans les établissements privés. Alors vous voyez, c'est extrêmement dispersé. Hein. Un article sur l'accès aux cantines scolaires sur lequel je reviendrai. Il ne peut être établi aucune discrimination. Un article concernant l'engagement des associations partenaires de l'enseignement public qui doivent respecter les principes de laïcité, d'ouverture à tous sans discrimination. Je passe un peu vite pour aller sur d'autres éléments plus intéressants. Comme vous le savez, il y a un référentiel dans la formation des enseignants autour, alors c'est à peu près la même thématique, hein, de l'enseignement du fait religieux, la prévention de la radicalisation, l'égalité homme-femme et la lutte contre les discriminations. Hein, alors, c'est intéressant de voir comment les INSPE, finalement, traitent ce sujet dans le cadre de la formation des enseignants. Alors, je passe sur le dernier article, puisque finalement, la conclusion qu'on peut tirer, c'est que la discrimination coupe une place très faible dans le Code de l'éducation.
il n'y a pas d'article qui est dédié à la discrimination et il n'y a pas davantage de définition de la discrimination scolaire. Bon, je prends un exemple, excusez-moi, un peu simple, mais lorsqu'on passe un examen, enfin je fais vraiment trop simple là, vraiment beaucoup trop simple, et qu'on a 9 au lieu de 15, est-ce qu'on est discriminé? Voilà. Ou est-ce qu'on est tout simplement hiérarchisé et sélectionné? Or, l'école fonctionne de cette façon-là, qu'il s'agisse des mécanismes d'orientation, etc., etc. Donc il faudrait arriver à faire une démonstration que des phénomènes scolaires qui relèvent de la hiérarchisation, de la sélection, de l'affectation ou de l'orientation seraient entachés de processus discriminatoires. C'est pas évident. C'est facile de dire... Je reprends le titre d'un ancien ouvrage de Michel Viviorca, La France raciste. On pourrait dire l'école raciste, certes, mais je crois que le sociologue n'est pas là pour commenter des faits ou pour donner une opinion, mais pour administrer une preuve. Comment fait-on pour administrer cette preuve? Alors, on a vu que le Code de l'éducation n'était pas une ressource finalement très intéressante. Par contre, il y a ce que j'appelle dans l'éducation nationale un activisme institutionnel qui n'infléchit pas le cadre légal. C'est-à-dire que la question des discriminations est mise à l'ordre du jour d'un ensemble de structures. Par exemple, le séminaire national lutter contre les discriminations, la diversité à l'école, qui a donné lieu à la publication d'un numéro spécial de la revue Ville, École, Intégration. Il y a eu également un rapport de l'Éducation nationale sur les discriminations à l'école, basé sur des auditions. Il y a eu la constitution en 2014 d'un réseau national de lutte contre les discriminations à l'école, dont j'ai découvert par hasard que je faisais partie. Voilà. Je ne sais pas s'il existe encore. Dans les 11 mesures de la grande mobilisation de l'éducation nationale pour les valeurs de la République consécutifs aux attentats de Charlie, la notion de discrimination apparaît. Et puis on pourrait citer également la conférence de consensus organisée par l'Académie de Créteil, qui s'appelait « Penser la discrimination à l'école pour la combattre, du déni à la lucidité ». L'ensemble de ces initiatives, alors j'ai lu tous ces rapports, bien évidemment, d'une part, ne définissent pas ce que c'est qu'une discrimination scolaire, et d'autre part, n'ont pas contribué à un infléchissement de la juridiction française en matière de discrimination scolaire. Alors on peut se dire, si le droit est un allié du sociologue, c'est un allié qui n'est pas de grande utilité pour le moment. Alors il faut quand même trouver une solution. Alors la solution, c'est d'aller chercher ailleurs. Et ailleurs, ça devient plus intéressant. Alors je me base sur ce texte de Julie Rengliem sur la discrimination dans l'accès à l'éducation à partir de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, ce qui est très intéressant, je trouve, dans cette contribution, et on le verra tout à l'heure, ce sera encore exacerbé à propos du défenseur des droits, ce sont les références juridiques qui sont mobilisées, comme je dis, peu ou pas mobilisées en France, en tout cas auxquelles le Code de l'éducation ne fait pas toujours référence. Certains textes ont été cités, la Déclaration de l'homme et du citoyen, la Déclaration universelle de l'homme et des Nations unies de 1789, la Convention internationale des droits de l'enfant, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels des Nations unies de 1966, et surtout cette convention concernant, alors là, c'est vraiment un texte qui est directement orienté autour de la lutte contre les discriminations dans le domaine de l'enseignement de l'UNESCO de 1960. Alors quand j'interroge, parce que j'ai fait une intervention dans un colloque de sociologues de l'éducation il n'y a pas longtemps, eh bien personne ne connaissait ces textes. Personne ne les connaissait alors qu'ils existent, ils ne sont pas inintéressants. Pardon ? Oui, je me suis trompé, excusez-moi, j'ai fait ça un peu rapidement. Cette convention concernant la lutte contre les discriminations dans le domaine de l'enseignement de l'UNESCO de 1960. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une définition de la discrimination scolaire qui comprend toute distinction, exclusion, limitation ou préférence qui est fondée sur la race. Alors, le terme race apparaît, mais on pourrait l'expliquer. La couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion publique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la condition économique ou la naissance, ayant pour objet, pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de chance et de traitement en matière d'enseignement.
Alors, je trouve la définition intéressante pour la raison suivante. Alors, c'est vraiment un problème un peu à tiroir, etc. C'est que en sociologie, je crois qu'il en a été question hier, les sociologues, enfin une partie d'entre eux, récusent la notion d'égalité des chances. Voilà. Bon, c'est une question d'ampleur, enfin bon, etc. Mais ce qu'on voit, c'est que la notion de discrimination, finalement, elle accompagne le principe d'égalité des chances. C'est-à-dire, elle rend possible l'égalité des chances. C'est une non-entrave à l'égalité des chances. Autrement dit, en termes de référentiel philosophique, ce qui est visé, c'est bien le principe d'égalité. Et en l'occurrence, d'égalité des chances. Ce qui veut dire que ça n'exclut pas la compétition entre les élèves et donc les pratiques de classement, de hiérarchisation, d'orientation qui sont hiérarchisées. Alors quand on rentre un peu dans le contenu de cette convention, je trouve que c'est assez intéressant, même un peu déroutant. Alors bon, ne pas porter atteinte à l'égalité de chances, deux chances d'ailleurs, ils disent pas des chances, deux chances. Écarter une personne ou un groupe de l'accès à différents degrés d'enseignement. Voilà, un thème discriminatif. Limiter à un niveau inférieur l'éducation d'une personne ou d'un groupe, c'est-à-dire des orientations vers des filières de relégation qui ne seraient pas justifiées et qui seraient de nature discriminatoire. Instituer ou maintenir des enseignements séparés, sauf pour des raisons religieuses ou linguistiques. Alors, les enseignements séparés font référence à la ségrégation, mais pour aller vite, ils font référence à des systèmes d'enseignement internationaux qui correspondraient plutôt à l'enseignement dual, autrefois en France, avec une étanchéité. Les élèves ont droit à une instruction religieuse. Alors, chose très intéressante, les élèves doivent disposer de la même qualité d'enseignement. Alors, c'est intéressant de voir que c'est indiqué dans un texte de nature, disons, juridique, et qu'il fait référence à la qualité de l'enseignement. Donc, ensuite, on a d'autres articles qui suivent, assurer un enseignement de même niveau dans tous les établissements, l'attribution de bourses, promouvoir des méthodes d'enseignement favorisant l'égalité des chances, etc., etc. Donc là, vous voyez, on est quand même un peu plus précis sur les critères de discrimination. Alors, si on regarde d'autres critères issus des textes internationaux que j'ai cités tout à l'heure, on retrouve ces thématiques-là qui sont intéressantes à regarder. L'homogénéisation des publics scolaires. Tout à l'heure, j'ai dit que je travaillais sur la mixité sociale. Et là, on voit que, par exemple, apparaît parmi les critères de discrimination la mixité sociale qui est considérée comme une forme de discrimination et pas uniquement comme une forme de ségrégation au nom de l'homogénéité des publics scolaires en raison de l'intérêt supérieur des enfants. Quant à l'aptitude des élèves, c'est très intéressant à voir. Ça fait référence en fait à des jugements qui ont été portés et contestés relativement à, par exemple, des tests d'intelligence ou des tests de niveau scolaire pour orienter les élèves dans telle ou telle classe. Alors, ces textes ne nient pas que les systèmes éducatifs puissent être défaillants, mais par contre, ce qu'ils disent, c'est qu'en étant défaillants, ils rendent les élèves moins performants. Et à ce titre-là, il s'agirait d'une forme de discrimination, puisqu'il est renseigné que les États doivent agir positivement pour promouvoir des dispositifs pédagogiques adaptés, autrement dit de rattrapage. Et qu'en l'absence de ces dispositifs, les élèves, en fait, seraient soumis à une forme de discrimination. Ensuite, on a tout un ensemble de choses sur les comportements vexatoires. Et puis, alors là, je reprends la référence de tout à l'heure, très intéressante, puisqu'elle finit son article comme ça, sur l'aspect casuistique du droit de la non-discrimination scolaire, puisqu'il y a tout un ensemble de textes qui portent sur les minorités, mais identifiées comme telles, d'une part, et d'autre part, sur les personnes située dans des situations de vulnérabilité économique. Et elle dit que potentiellement, l'origine sociale, autrement dit la situation de précarité économique,
pourrait être considéré comme un facteur de discrimination. Ce qui veut dire que tout ce qu'on aurait analysé depuis les années 70 comme étant des inégalités liées à l'origine sociale pourrait potentiellement être revisité en raison de discrimination selon l'origine sociale. Alors, je vais passer, puisque j'ai eu un petit mot tout à l'heure de rappel à l'ordre, rapidement sur les cas non discriminatoires. Je vais prendre quelques exemples de cas traités. Alors, principalement, c'est les refus d'inscription dans les écoles des élèves issus de la minorité rome, les enseignements séparés et injustifiés, et voyez ce que je disais tout à l'heure, des motifs non recevables de l'échec à des tests psychologiques en raison d'une surreprésentation démesurée de l'échec des élèves roms. Et là, en l'occurrence, ce que disent les textes, c'est que pour justifier d'une orientation qui ne serait pas arbitraire, les conditions de passation d'un test doivent être adaptées au public qui est en question. On connaissait déjà cette thèse depuis la critique des tests Binet-Simon par notamment le sociologue George Snyders, etc. Mais pour le Divid, dit par exemple, les tests devraient se passer dans la langue d'origine des élèves et pas dans une langue qui leur est étrangère, parce que sinon on mesurerait l'absence de capital linguistique et pas un déficit d'intelligence. Donc c'est quand même intéressant de voir que, alors pour ne rien vous cacher, je ne sais pas quoi faire de tout ça. Mais en tout cas, ce sont des éléments qui ne sont pas connus, que je n'ai lus dans aucune publication. Alors, j'en viens maintenant, je vais passer sur le dictionnaire critique de l'éducation que je pensais citer, mais comme vous le connaissez, je vais faire assez vite. Je termine sur un dernier point. J'ai fait une analyse de contenu de tous les recours aux défenseurs des droits et à la HALD relatifs à des problématiques de discrimination scolaire. Donc ça couvre la période comme 2013-2021. Et j'ai regardé, lu, analysé tous les argumentaires et toutes les affaires qui ont été portées. Tout d'abord, ce qui est assez impressionnant, c'est le nombre de textes auxquels se réfère le défenseur des droits. Ce qui est intéressant, c'est, vous voyez, on a le Code de l'éducation, qui est cité, le Code civil, le Code de l'action sociale et des familles, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés, etc. Beaucoup de textes. Et finalement, le Code de l'éducation est celui qui est le moins cité parmi tous ces textes. Alors ensuite, j'ai regardé un peu comment fonctionnait finalement le défenseur des droits, même si c'est finalement une entrée qui peut être assez destructive. Donc, comme vous le savez, il peut y avoir des saisines, des autosaisines, des saisines par un tiers, des conciliations à l'amiable, des mises en demeure ou la saisie du juge des référés. Et ce sera ma dernière diapositive. Alors, voilà ce que j'en ai tiré. Alors, qu'en faire, je ne sais pas. Ce qui est intéressant, c'est le total et la période. Le total, 122 cas. Donc, c'est quand même faible. Et si on hiérarchise, ce qui arrive en première position, c'est le refus d'inscription dans les écoles du premier degré ou l'accès à la restauration scolaire. C'est relatif à la question de la domiciliation des élèves, et notamment des élèves de la minorité rome en particulier. Enseignement séparé, on a un cas qui a été traité. Ensuite, vous voyez qu'apparaît fortement la discrimination en raison du handicap. Alors, très peu de choses sur les questions excusez-moi d'employer ce terme, de race ou de racialisation, ça n'apparaît quasiment pas. À la limite, de façon un peu détournée autour des menus de substitution, et notamment la question du port à la cantine, mais pas uniquement, la question des allergies, très peu de problématiques relatifs au port du voile, et très, très atypique, etc. Refus d'affectation dans une orientation, une option sélective. Ce qui est intéressant, c'est pas la quantité des cas numériquement, ce sont les argumentaires en fait. Quand on regarde les argumentaires de près, c'est-à-dire au nom de quoi le défenseur de droit considère qu'il y a discrimination. Et puis, pour terminer, il y a les mineurs isolés dont on a parlé tout à l'heure, et puis quelques cas qui concernent l'enseignement privé, notamment l'exclusion en raison de problèmes de discipline, et fondé plutôt sur les problèmes de forme que de fond, en l'absence de mesures contradictoires. C'est relatif
au fonctionnement des conseils de discipline. Ma conclusion, c'est finalement quid de l'objet discrimination scolaire? Qu'est-ce qu'on peut en dire? On voit que la discrimination raciale, ethno-raciale, etc. est finalement très très peu présente, à la fois dans les textes, à la fois dans les cas traités. Donc, est-ce que ça veut dire que finalement le droit n'est pas vraiment un allié de la sociologie? Et puis, autre question subsidiaire, est-ce que on peut se contenter aujourd'hui d'un code de l'éducation aussi laconique sur la question de la discrimination scolaire, étant entendu qu'il s'agit probablement de l'un des premiers éléments du droit à l'éducation? Merci. Merci beaucoup. Nous avons parlé de laïcité, et c'était la transition très fine que je me proposais de faire entre les deux intervenants. D'accord. Merci, Monsieur le Président. Bon, merci Pascal, merci Raphaël de m'avoir convié à ce colloque pour parler encore de laïcité et pour se poser la question de savoir si elle peut bousculer le droit d'accès à l'éducation. Alors ma contribution, mon intervention sera très simple au niveau du plan. Dans une première partie, je vais essayer de vous présenter les arguments que l'on trouve parfois pour dire effectivement que la laïcité est un obstacle au droit à l'éducation. Et dans une seconde partie, je vous montrerai qu'on peut quand même sacrément critiquer cette présentation. Alors, la laïcité, obstacle au droit d'accès à l'éducation. Alors, je m'appuie sur une thèse de Thomas Bompard qui a été faite soutenue en 2017. Et il écrit que chercher à savoir s'il existe des obstacles au droit à l'éducation revient à porter une attention particulière aux dispositifs d'exclusion en s'intéressant aux conditions posées à l'accès aux établissements. Et donc, selon Thomas Bompard, la restriction de la liberté religieuse des élèves est une atteinte au droit à l'éducation. Et donc, la loi du 15 mars 2004, encadrant, vous le savez, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse, loi qui a été prise en application du principe de laïcité, est donc un obstacle au droit à l'éducation. Il écrit, je cite, « Ce qui est en règle générale perçu seulement comme une restriction à la liberté religieuse des élèves au nom du principe de laïcité, pourrait être avant tout regardé comme une atteinte au droit à l'éducation, ce dernier se trouvant à se réaliser en dehors des établissements publics qui sont ainsi sanctuarisés et la liberté de l'enseignement pouvant alors être opposée aux élèves et même fonder leur exclusion de l'école publique ». C'est donc, selon l'auteur, et il est suivi par d'autres auteurs, c'est la logique d'exclusion de la loi de 2004 qui est attentatoire au droit à l'éducation. Loi de 2004 qui consacre, je vais développer cette notion, loi qui consacre, selon l'auteur, une nouvelle laïcité, puisque l'interdiction qu'elle pose conduit à exclure des établissements publics les élèves qui refusent de s'y soumettre. Le professeur Waxman écrit également que, je cite, « Le problème de la liberté de religion ne doit pas faire oublier ceux du droit à l'instruction et de la non-discrimination ». Alors, en quoi donc cette laïcité issue de la loi de 2004, cette nouvelle laïcité, est un obstacle au droit à l'éducation? Alors, je vais essayer rapidement de présenter les arguments de ces auteurs. Plusieurs arguments sont avancés qui se déduisent les uns des autres. Premier argument, la nouvelle laïcité a transformé, donc celle qui est issue de la loi de 2004, a transformé la compréhension de la liberté de conscience. Alors, on sait, cette liberté de conscience a été au cœur de l'idéologie républicaine, au centre des préoccupations du législateur, que ce soit en 1882 ou en 1905. On connaît la laïcisation de l'éducation, avec la laïcisation des personnels, des locaux, des programmes, des manuels. Et il écrit que cette laïcisation révèle la volonté de ne pas élever d'obstacles à la fréquentation des établissements publics, à accueillir les croyants, puisque, je cite toujours, l'école publique accueille toutes les croyances. Et comme l'indique l'auteur, mais il n'est pas le seul, cette liberté de conscience se décline notamment avec la liberté d'expression religieuse. Et donc cette loi de 2004, sans rompre avec cette référence, s'éloigne de cet objectif, ou tout au moins prétend le poursuivre autrement. Elle est à l'origine d'une transformation de la liberté de conscience, affaiblissant considérablement son rôle protecteur pour la retourner
contre les élèves usagers. Et donc, la liberté de conscience peut servir, je cite toujours Thomas Bompard, la liberté de conscience peut servir à limiter les droits des usagers eux-mêmes quand elle est devenue, en 2004, un motif de restriction de leurs droits. Et donc cette nouvelle laïcité redéfinit la liberté de conscience parce qu'elle prive son bénéficiaire d'en disposer, elle restreint la liberté de conscience dans sa dimension active au motif d'en garantir l'avènement. Revenant sur l'affaire des foulards de Creil et sur les suites juridiques qui ont été données, l'auteur explique que sur le fondement donc, de l'avis du Conseil d'État qui a été rendu à la demande du ministre de l'Éducation Lionel Jospin en 89, le Conseil d'État a protégé cette liberté de conscience des élèves en ne sanctionnant que les cas avérés de prosélytisme, donc conformément à l'avis qu'il avait rendu. Mais la loi de 2004, dirigée contre la possibilité d'extérioriser ses convictions, a remis en cause cette protection de la liberté de conscience, puisque le législateur, selon toujours cette thèse, puisque le législateur a décidé en 2004 qu'il n'était plus nécessaire d'en passer par une justification au cas par cas de la protection des élèves. Il écrit « La loi présuppose le prosélytisme des élèves porteurs de signes susceptibles de manifester une appartenance religieuse, et donc dès lors, la loi assimile notamment le port du foulard à un acte avéré de prosélytisme. » Alors on sait que cette loi n'a pas été... et donc cette nouvelle laïcité n'a pas été remise en question par les juges, que ce soit le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, la Cour européenne des droits de l'homme. Et selon l'auteur, mais il y en a d'autres, j'y reviendrai, le Conseil d'État a même progressivement étendu la liste des signes religieux par destination et a donc créé une nouvelle catégorie de signes d'appartenance religieuse prohibés. Frédéric Dieu écrit « Le Conseil d'État n'a fait ni plus ni moins qu'ajouter à la loi en étendant le champ d'interdiction qu'elle prévoit. » Et donc, conséquence de cette nouvelle laïcité issue de la loi de 2004, et c'est le second argument avancé pour fonder cette thèse du caractère attentatoire au droit d'accès à l'éducation, c'est la critique de, je cite, l'école publique sanctuaire républicain, donc laïque, qui est issue de la loi de 2004. Parce que cette loi, en refusant le port de signes d'appartenance religieuse, dit que l'école doit rester pour les jeunes filles un lieu de liberté et un lieu d'émancipation. Ce faisant, elle postule donc que l'école avait renoncé à cette mission émancipatrice lorsque, auparavant, elle accueillait les élèves portant un signe d'appartenance religieuse. Et donc cette approche, selon l'auteur, fait de l'école un sanctuaire républicain. Et cette approche d'une école sanctuaire républicaine, donc laïque, c'est la conception, je cite, républicaine classique, je cite encore, manifestation du pouvoir idéologique des philosophes français républicains pour lesquels l'émancipation des individus se fait par la mise à distance de la religion. L'interdiction pour eux, pour ces républicaines classiques, est le moyen nécessaire pour préserver l'école comme lieu d'émancipation. Troisième argument, l'effet genré de la nouvelle laïcité, puisque cette loi de 2004 cause, je cite le professeur Ened Vaucher, cause une discrimination intersectionnelle religion-genre, car c'est sur les jeunes filles musulmanes que pèsent le plus lourdement les redéfinitions du principe de laïcité. Il y a donc bien obstacle au droit à l'éducation, car ce sont les élèves musulmanes qui restent au centre de tous les enjeux et de tous les discours laïques. Et d'ailleurs, on pourra y revenir, mais le professeur Ened Vaucher pense que l'idée qu'il y a un lien entre laïcité et égalité des sexes est surprenante juridiquement. On verra que ça peut ne... Je prends des pincettes. Ça peut ne pas avoir... Ça peut avoir un lien très important, j'y reviendrai. Quatrième argument, ce que l'auteur appelle l'externalisation de la liberté de conscience. C'est-à-dire que, ayant transformé la compréhension de la liberté de conscience, cette nouvelle laïcité, donc issue de la loi de 2004, a consacré dans le même temps, de façon implicite, ce qu'il appelle le pluralisme externe de l'enseignement, parce que c'est une loi qui invite les élèves souhaitant porter des signes à se tourner vers les écoles privées.
Et donc, selon l'auteur, la liberté de conscience se trouve externalisée. Et donc cette loi, qui prétend lutter contre le communautarisme, se contredit en favorisant la création d'écoles, je cite, communautaristes subventionnées par l'État, le risque étant d'isoler les jeunes filles musulmanes alors que l'école les intègre. Au contraire, dit-il, l'argument aurait dû plaider en faveur d'un pluralisme interne de l'enseignement en préservant la liberté de conscience des élèves avec comme aménagement au nom de la liberté de conscience d'autrui le refus du seul prosélytisme actif. Donc ce sont des auteurs qui sont centrés sur l'avis du Conseil d'État de 89. Alors, rapidement, oui, non, c'est bon. Rapidement, quelle est cette nouvelle laïcité? Parce qu'en fait, on trouve cette nouvelle laïcité à propos de la loi de 2004, mais c'est un phénomène général. Thomas Bompard la qualifie ainsi, il dit que l'approche qui fait de l'école, donc ce sanctuaire républicain, révèle une conception anti-religieuse de la laïcité, conception, encore une fois, qui est celle des philosophes républicains, notamment les philosophes, ceux du manifeste de 1989, intitulé « Prof, ne capitulons pas », c'est-à-dire Régis Debray, Badinter, bon, voilà, tous ces philosophes classiques. Donc, conception anti-religieuse de la laïcité, laïcité gallicane utopique. La laïcité gallicane et la laïcité anti-religieuse constituent ce que les auteurs appellent les laïcités religions civiles, qui favorisent une culture laïque gallicane, qui prend les aspects d'une religion civile républicaine. Jean Bobéro qualifie cette nouvelle laïcité de culture identitaire, mettant dans un même ensemble les Badinter, les Zemmour, etc. Donc c'est vrai que politiquement, on pourrait pas mal discuter de cela. Philippe Portier parle également de l'inclination identitaire de la laïcité, parce que, je le cite, l'expression publique du religieux s'est trouvée placée sous le contrôle accentué de l'État. Il y a une substantialisation du principe de laïcité depuis le début du XXIe siècle. Charles Mercier parle de laïcité inclusive, notamment en matière de laïcité scolaire, puisqu'il écrit qu'avec la laïcité inclusive, il s'agit de penser la construction du lien social, non pas à partir de la neutralisation des identités individuelles, mais par leur reconnaissance positive comme des ressources permettant de contribuer à un projet commun. Et alors c'est vrai que cela rejoint, il écrit, le concept d'inclusion qui avait été formulé dans les années 80 en Amérique du Nord à partir des situations de handicap. Jean-Claude Rouanet, inspecteur d'académie, parle aussi de laïcité et d'éducation inclusive en disant que laïcité et éducation inclusive participent de la même volonté d'acceptation de la différence dans une société solidaire où l'intérêt porté à la personne dans sa singularité est primordial. Le professeur Vincent Valentin parle de laïcité de contrôle, Enec Vaucher, Philippe Portier, de laïcité injonctive. Voilà, professeur Valentin, de laïcité de reconnaissance totalement en porte-à-faux avec la représentation d'une république qui incarne l'émancipation du politique à l'égard du religieux. Il y a une littérature très très abondante sur la qualification de cette laïcité. Alors, dans un deuxième temps, sur quoi fonder le fait que, et j'en suis convaincue, la laïcité n'est absolument pas un obstacle au droit d'accès à l'éducation. Alors, une remarque que j'aurais voulu développer, mais j'ai pas trop le temps, une remarque générale sur l'approche globale de cette laïcité. La thèse soutenue par Thomas Bompard est un plaidoyer absolument... c'est un très grand plaidoyer pour les thèses, notamment de Jean Bobéro, pour les thèses, voilà, il faut quand même le dire. La difficulté de ce sujet, c'est qu'il faut aller sur des arguments juridiques. Je vais essayer d'aller en chercher, mais que tous les auteurs que je vous ai cités font partie d'un courant doctrinal et d'un courant politique très fort. Les républicains, vous le voyez, sont vilipendés, ils sont critiqués, et donc quand on lit ce genre de thèse, ce genre d'article, on est poussé à réagir aussi en se disant de quel camp je fais partie. Voilà. Et donc, c'est difficile quand on parle de laïcité, de ne pas aller ça, parce moi, je le ressens ça comme une provocation. Donc, on se dit, bon, alors on va y aller en tant que républicaine, puisque moi, je fais quand même partie de l'autre camp. Il faut quand même faire du droit.
Voilà, donc je suis un peu partagée entre les deux, c'est assez difficile. Au niveau juridique, plusieurs choses. Premièrement, cette approche est une approche adjectivée de la laïcité. La laïcité ne peut exister chez ses auteurs sans adjectifs. Et les adjectifs servent autant à disqualifier certains modèles laïques, là, la loi de 2004, qu'à en promouvoir d'autres. Voilà, donc ça c'est quand même Le contexte est très particulier puisque dès l'introduction, Thomas Bompard écrit qu'il s'agit pour lui d'appréhender la laïcité donc, comme obstacle au droit à l'éducation dans le contexte de la pluralité des laïcités qui a été montrée par des travaux socio-historiques. Donc ce n'est pas du droit. Et les travaux socio-historiques, ce sont les 7 laïcités, vous savez, de Jean Bobéro. On pourrait discuter comment concevoir qu'une laïcité puisse être gallicane, anti-religieuse ou concordataire. Juridiquement, ça n'a absolument aucun sens. Deuxième proposition que je vous fais. Voilà, ce sont des propositions que je vous fais. Il y a, me semble-t-il, au niveau de l'argumentation juridique, certaines fragilités. Notamment, et tout d'abord au niveau de l'interprétation des textes et de la jurisprudence. Considérer que la loi de 2004 porte en elle une logique d'exclusion, en restreignant la liberté religieuse des élèves, donc leur liberté de conscience, c'est considérer que la liberté de conscience est un motif, donc c'est ce qu'ils disent, de restriction de leurs droits. Mais c'est se tromper sur les libertés en cause. La liberté qui est en cause dans la loi de 2004 n'est pas la liberté de conscience des élèves, mais bien leur liberté d'expression. Et juridiquement, la liberté de conscience, article 10 de la Déclaration de 1789, est totalement différente, même si elles sont bien sûr très proches de la liberté d'expression, article 11 de la Déclaration de 89, et elles font l'objet d'aménagements, d'encadrements juridiques différents. Le sens de la loi. L'article, il est clair quand même. Ça fait 18 ans qu'il est sorti. Dans les écoles, les collèges, etc., le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance est interdit. Ce qui est visé n'est pas la conscience des élèves, n'est pas leur liberté religieuse, mais bien la manifestation ostensible qu'ils donnent à un signe. Donc voilà, il ne faut pas se tromper de liberté. Ensuite, il me semble qu'on ne peut pas soutenir que le Conseil d'État ait étendu la ligne des signes religieux par destination, puisque par définition, le législateur n'a pas voulu procéder par liste. Et au ministère, il y a très souvent eu des demandes, des remontées de chefs d'établissement en disant « donnez-nous la liste de ce qui est interdit, parce que ça va nous aider ». Non, il ne faut surtout pas fonctionner par liste, parce que, 1, c'est impossible, et puis 2, ce serait très dangereux. Voilà. Donc, c'est pas comme ça que le législateur l'a conçu. Et surtout, si on regarde, et le texte le plus important, c'est la circulaire Fillon de 2004, voilà ce qui est indiqué. La loi est rédigée de manière à pouvoir s'appliquer à toutes les religions et de manière à répondre à l'apparition de nouveaux signes, voire à d'éventuelles tentatives de contournement de la loi. La loi ne remet pas en cause le droit des élèves de porter des signes religieux discrets. Donc le Conseil d'État, là, pour le coup, je dirais peut-être pas ça sur toutes les jurisprudences qu'il prend en matière de laïcité, mais là, il n'a fait qu'appliquer la loi. Dire que l'école publique accueille toutes les croyances, je n'ai pas le temps de le développer, mais c'est un non-sens. Cet argument repose sur pour reprendre un mot du professeur Calves, sur un mythe. C'est le mythe du droit au respect des croyances comme un droit de l'homme qui exprime la transcendance de la personne et qui devrait pour cela être protégé par le droit. La République ne respecte pas les croyances. Voilà, c'est faux, c'est un mythe. Autre argument, l'utilisation des sources juridiques. L'analyse de la loi de 2004 est toujours faite au prisme de l'avis du Conseil d'État de 1989 qui a proscrit le seul prosélytisme. La loi est supérieure à la jurisprudence. Le Parlement a décidé d'aller au-delà de l'avis du Conseil d'État. Donc il faut peut-être arrêter de travailler et de lire les questions de laïcité et de port de signe au prisme de l'avis de 89 qui n'est plus la source du droit. Postuler que l'avis de 89 aussi est conforme à la loi de 1905 me semble être une erreur, parce que la loi de 1905 n'apparaît pas dans les visas de ce texte. Et la seule mention qui est faite dans l'avis de la loi de 1905, c'est celle-ci. La loi de 1905, tout en procédant à la séparation,
a confirmé que la République assure la liberté de conscience. Il y a quand même beaucoup d'autres choses dans la loi de 1905. Le Conseil d'État ne s'est absolument pas fondé sur la laïcité de 1905 pour donner son avis. Et rapidement, se fonder sur la note Fatima Afif du Comité des droits de l'homme de l'ONU de 2018 pour dire que la France est méchante en matière d'interdiction de signes, c'est se baser sur un texte qui n'est pas contraignant, on le sait. Les constatations du Comité des droits de l'homme ne s'imposent pas à l'État. Le Conseil d'État l'a rappelé, 5 mai 2006, la Cour de cassation aussi, dans une décision de 2015. Mais on sait quand même que sur le fond, toute la doctrine du comité repose sur une conception extensive du droit de manifester sa religion. C'est peut-être pour ça que c'est le comité qui a été saisi et non pas la Cour européenne des droits de l'homme. L'appréhension du droit à l'éducation et de la liberté de l'enseignement. Il me semble que quand on parle du droit à l'éducation, notamment ces auteurs, ils ne l'envisagent que comme le seul droit à l'accès aux établissements publics. Non, le droit à l'éducation, c'est le droit d'avoir accès à l'enseignement public et à l'enseignement privé. Donc c'est une certaine façon de concevoir la liberté de l'enseignement que de penser que le droit à l'éducation, c'est le droit d'aller à l'école publique. Non, c'est le droit de choisir entre les deux. Donc là aussi, il y a une argumentation que l'on pourrait réfuter. L'emploi du terme inclusion aussi. Juridiquement, l'inclusion est liée au système éducatif, est liée à l'école et non pas à la laïcité. L'école peut être inclusive tout en restant laïque. L'inclusion scolaire vise les situations de handicap. Alors, est-ce à considérer que l'appartenance religieuse est un handicap? Je n'ose le croire. Donc voilà, mais là aussi, on ne peut pas comme ça utiliser des qualificatifs qui sont lourds de sens. On aurait aimé aussi, moi je pense, une étude de la notion d'ordre public immatériel, qui est une notion importante qui a fondé la loi de 2010. On pourra y revenir. Et là, pour essayer de finir, il y a deux grandes absences dans cette idée que la laïcité pourrait être un obstacle au droit de l'éducation. C'est une absence d'analyse de la République. Voilà, parce que les républicains sont critiqués, le modèle républicain est critiqué, mais il aurait été bien de l'étayer par une analyse de ce qu'est la République. La République est laïque. Et moi, il y a plus de... Voilà, en 1999, j'ai soutenu une thèse dont l'objet était de montrer que la laïcité était elle-même républicaine. Voilà. Et donc là, ça manque. Il y a un lien indissociable entre la laïcité et la République. Et la deuxième absence, moi, que je regrette beaucoup, c'est l'absence d'analyse de l'école, de ce qui se fait à l'école, de son objet, de ses missions et du modèle de savoir. Et on sait qu'en matière scolaire, il y a deux grandes approches, il y a deux grands modèles qu'on retrouve encore dans cette présentation qui est faite de la loi de 2005. Il y a le modèle qui est prôné par les tenants d'une laïcité, on le sait. Et puis ça, c'est l'affaire de Creil qui a donné ça. Laïcité plurielle, ouverte, positive, tolérante, inclusive, il y a pacifique, etc. Et puis il y a le modèle républicain, universaliste. Et on est encore dans ce débat, et on n'est pas sorti de ce débat en France. Et je ne sais pas si un jour on en sortira. Méconnaissance de l'école publique et de ce qui s'y fait. Parce que si cette nouvelle laïcité est un système, comme disent les auteurs, normatif d'adhésion, cela veut dire qu'à l'école, on impose ses valeurs. Et c'est ce qu'ils écrivent, les auteurs. Maintenant, il faudrait adhérer aux valeurs de la République. Non, l'école transmet les valeurs de la République. Transmettre des valeurs, ce n'est pas faire adhérer aux valeurs. Et en plus, ces valeurs-là sont aussi des principes juridiques. Il vaut mieux la liberté que la soumission. Il vaut mieux l'égalité quand même que la discrimination. Et donc, quand on parle d'école, je pense qu'il faut fondamentalement savoir ce qui s'y fait. Il faut travailler sur l'acte d'enseignement. Et voilà, et c'est ce que ne font peut-être pas tous les chercheurs sur cette question. Sur le lien laïcité et égalité des sexes, je vous renverrai à Catherine Kinsler. Mince, c'est une grande républicaine. Et qui dit que les femmes ont intérêt à vivre dans un État laïque, et qui parle elle a une très belle formule de respiration laïque. L'élève qui ôte ses signes religieux en entrant à l'école publique et qui les remet en sortant fait l'expérience de la respiration laïque. Il échappe par cette dualité aussi bien à la pression sociale de son milieu qu'à une uniformisation officielle de l'État. C'est cette alternance qui constitue la respiration laïque. Voilà. Et l'assignation,
les femmes subissent plus que les hommes l'assignation, et la laïcité, c'est un moyen, si on veut bien y réfléchir, si on veut bien aller sur le droit, mais si on veut bien aussi aller voir ce que c'est qu'enseigner et à quoi ça sert l'école, on ne peut pas dire, je pense, que la laïcité soit un obstacle au droit à l'éducation. J'aurais aimé, en terre chrétienne, finir avec Molière. Oui, qui exclut, finalement? Qui exclut? Si, quand même. Pas la laïcité, pas la loi de 2004, qui ne porte pas atteinte au droit d'accès à l'éducation. Les élèves qui ne veulent pas se soumettre à la loi, me semble-t-il, s'excluent elles-mêmes du commun. Donc, essayons de se poser la question de savoir qu'est-ce qui les pousse à s'exclure du commun. Et Molière, donc, il fait dire à Tartuffe: couvrez ce sein que je ne saurais voir, par de pareils objets les âmes sont blessées, et cela fait venir de coupables pensées. C'est bien, mais ce qui est mieux, c'est la réponse que lui fait Dorine. Vous êtes donc bien tendre à la tentation, et la chair sur vos sens fait grande impression. Certes, je ne sais pas quelle chaleur vous monte, mais à convoiter, moi, je ne suis pas si prompte, et je vous verrai nu du haut jusqu'aux en bas, que toute votre peau ne me tenterait pas. C'était en terre chrétienne. Voilà, j'aurais plein d'autres choses. Merci. Merci beaucoup. Nous avons 10 minutes de questions, c'est ça? 10 minutes de questions. Je vois... Oui. Alors, Pascal Bertoni, ensuite je vois Maître Le Fouet de Costil qui lève la main. Moi, j'ai juste une Hervé remarque. Je voulais dire à Frédéric qu'elle n'a pas de chance parce qu'elle revient en dernier, mais que évidemment, comme on espère qu'il sera publié, elle pourra développer toute son argumentation. Et je voulais aussi lui dire, c'est qu'elle a eu le sujet le plus provocateur du colloque, et c'est sans doute le sujet le plus difficile, et j'ai trouvé ça absolument remarquable. Voilà. Il n'est pas que juridique, c'est ça le problème. Enfin, ici, on ne peut pas le dire. Donc, Maître Le Fouet de Costil, puis Hervé Rial. Alors, deux observations. C'est pour, donc, pour le sociologue, pour avoir beaucoup de parents qui viennent me voir pour des problèmes de discrimination, et la différence entre tout ce qui est racial ou religieux et versus handicap, c'est que dans le handicap, en général, il y a des aménagements en fait, qui sont prévus, notifiés par la MDPH ou dans des PAI ou des PAP ou des PPS qui ne sont pas respectés. Donc en fait, on a un élément assez simple en fait, pour justifier du handicap. Ou bien on a une demande qui est faite, qui est refusée, et on a aussi un motif qui sont des certificats médicaux, et donc c'est pas mis en œuvre par l'école. Donc en fait c'est assez simple de justifier des discriminations en matière de handicap, voilà, et c'est assez simple. Pour tout ce qui est discrimination pour des motifs, on va dire religieux ou raciaux, en fait on n'a pas de preuves, tout simplement, puisque les gens enfin ça arrive hein, quand même. Moi j'ai eu plusieurs cas où il y a des insultes racistes prononcées par des membres de l'établissement, mais c'est assez rare. Où hier, on m'avait dit c'était wesh, wesh, voilà, ou c'est pas forcément voilà, sale noir, c'est plutôt de renvoyer quelqu'un voilà, avec des expressions comme ça un petit peu douteuses, ou voilà, un élève qui avait été exclu dans une école catholique, par exemple, d'un cours, il y avait un débat sur Samuel Paty parce qu'il avait défendu l'islam. Mais en général, c'est des choses très très indirectes et c'est absolument impossible à prouver. Et même si la charge de la preuve est aménagée par la jurisprudence administrative, c'est très très difficile puisque c'est souvent très indirect, et parfois d'ailleurs eux-mêmes ne sont pas sûrs à 100% que c'est le motif de la décision qu'ils contestent. Donc je pense que la différence elle tient moins aux perceptions qu'en fait aux difficultés de rassembler des preuves qui sont en fait en général absolument, enfin c'est souvent impossible. Et même quand il y a des propos qui sont tenus, on a du mal à avoir des attestations, puisque voilà, c'est très très compliqué. Après, sur la partie de la laïcité, moi j'ai été un petit peu surpris parce que vous nous avez dit au fond, le voile c'est pas de la liberté religieuse, c'est la liberté d'expression. Mais la liberté d'expression c'est très important, et effectivement la Cour européenne des droits de l'homme rattache la liberté vestimentaire à la liberté d'expression. Quand il y a eu Charlie Hebdo, on a montré à quel point la liberté d'expression c'était important. Donc là, j'ai du mal à voir en quoi on peut le balayer en disant c'est pas la liberté religieuse, c'est la liberté d'expression. Donc voilà, ça m'a beaucoup surpris. Et je pense que la question, elle n'est pas tant la nouvelle. Enfin, quand on parle de la loi de 2004, elle est marquée prise en application du principe de laïcité.
Mais en tout cas, en tant que, moi, que praticien, et quand je vois les textes, c'est plutôt une dérogation à la laïcité. Voilà, ça modifie. Mais c'est justement pourquoi ils ont écrit, d'ailleurs, prise en application du principe de laïcité. Si c'était le cas, peut-être qu'ils n'auraient pas été obligés de le préciser. C'est un peu comme la loi sur le voile intégral qui ne parle pas de religion. Je pense que c'est des lois qui modifient ou qui dérogent, en fait. Et derrière, ce n'est pas dans la liberté de conscience, parce qu'on ne voit pas en quoi comme voir quelqu'un qui met un vêtement peut porter atteinte à sa liberté de conscience. C'est plutôt la question de l'ordre public. Et c'est ça, en fait. Et derrière, c'est plutôt... en fait, ça n'a absolument rien à voir avec la laïcité. C'est une dérogation au principe de laïcité. Sinon, ça signifierait que dans le bus, si on n'est pas en République, parce qu'on a le droit de porter le voile, ou qu'à la piscine, on a encore le droit de porter le voile aussi. Donc, j'ai du mal à comprendre, en fait... à rattacher en fait une dérogation à la laïcité. Comme le 1905, c'est la liberté religieuse, sauf cas d'ordre public. Et après, si on change, c'est plus la laïcité. Quand vous dites la loi de 2004, elle a changé, elle écrase l'avis du Conseil d'État. Oui, mais la laïcité, le principe, il est dans la Constitution. Et ça, c'est supérieur à la loi. Donc là-dessus, c'est pas la loi, c'est pas l'alpha et l'oméga. Ça peut changer. Et je pense que le débat serait beaucoup plus clair si on comprenait que cette loi de 2004 n'est pas une nouvelle laïcité, c'est juste une dérogation et que la laïcité n'est pas absolue. Et la loi de 2004 considère que la laïcité, quelque part, ne s'applique pas de la même manière, de manière aussi absolue dans les écoles, pour d'autres motifs qui sont d'ailleurs légitimes. Et je pense que ça clarifierait les définitions, au lieu de parler de nouvelle laïcité, parce que si c'était aussi important, on ne comprendrait pas à quel point, pourquoi dans une école privée on pourrait le faire, pourquoi dans un bus ou n'importe où on pourrait quelque part... porter ces signes ostentatoires qui, quelque part, porteraient atteinte à la liberté de conscience. Donc là-dessus, je pense que on est sur des choses en fait beaucoup moins graves et qui sont simplement des dérogations à des principes. Et en droit, on a des principes, on a des exceptions. Et voilà, et c'est pas... il n'y a pas de question de laïcité républicaine. Le Conseil d'État, en 1989, était républicain, et la France était républicaine aussi jusqu'en 2004. Je pense que ça n'a absolument rien à voir, et c'est absolument contre-productif dans le débat de renvoyer tous les gens qui pensent différemment de nous hors du champ de la République. C'est à la fois faux et c'est insultant, voilà. Oui, enfin, le mot républicain a plusieurs significations. Là, je pense qu'il renvoie à un débat qui n'est pas du tout l'utilisation du mot républicain dans le débat politique contemporain. Je pense qu'on est sur du débat, sur de la terminologie, Debré, etc. Je propose qu'on prenne les deux dernières interventions, les deux dernières questions qui ont été posées. Donc Hervé Rial tout d'abord, puis Xavier Delrange, et ensuite que nos orateurs puissent apporter des éléments de réponse. Oui, merci. Votre intervention était absolument géniale. Je suis habitué à ce genre de pirouette parce que j'enseigne la laïcité aux aumôniers d'hôpitaux catholiques, ce qui est un peu sportif, je reconnais, surtout quand je leur fais des cas pratiques. Mais ce n'est pas là-dessus que je vais les interroger. Il y a une notion que je n'ai pas comprise. Vous avez dit que la protection des croyances par la République était un mythe. Et ça, je n'ai pas compris ce que vous aviez voulu dire. Voilà. Parce que pour moi, la République protège quand même les croyances, ne serait-ce que par le fait que les lieux de culte appartiennent massivement aux communes et qu'elles leur coûtent très cher pour une utilisation fort limitée et liée le plus souvent à la campagne, à des sépultures rarissimes. Donc c'était ça ma question. Quand tous les auteurs que l'on cite parlent de nouvelle laïcité, ils constatent simplement une chose, et qui n'est pas contestable, je pense, c'est qu'il y a une évolution. Donc, la loi de 1905 garantit la liberté, et la liberté notamment aux citoyens. Et puis, à un moment donné, on estime, à tort ou à raison, avec la loi de 2004 et puis avec la loi de 2010, qu'il faut limiter la liberté du citoyen et pas seulement la liberté de l'État. Donc c'est en cela qu'on dit qu'il y a une nouvelle laïcité. Alors pour l'aborder, il y a deux solutions. Ou bien, effectivement, en se fondant sur l'intitulé, on va dire que la loi de 2004 est une loi de laïcité, et à ce moment-là, nécessairement, il faut reconnaître que c'est une nouvelle laïcité. Ou bien on considère, mais avec un tas d'auteurs, la grande majorité en fait des juristes, tels Yves Gaudemet, etc., que finalement la loi de 2004 n'est pas une loi de laïcité, mais une loi de police. Et à ce moment-là, on conserve cette fameuse laïcité. Ça, c'est une chose.
encore deux éléments. Le Conseil constitutionnel, enfin je suis désolé d'intervenir dans le débat français, hein, mais le Conseil constitutionnel en 2013 donne une définition de la laïcité et dedans, il affirme que le principe de laïcité impose notamment le respect de toutes les croyances. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui n'est pas contestable non plus. Et enfin, je n'ai pas non plus compris cette distinction entre liberté d'expression et liberté religieuse, puisque si on prend l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, ça consacre la liberté de religion, et notamment par le rite, les pratiques et l'enseignement. Donc l'expression religieuse est dans l'article 9 de la Convention, il n'y a pas besoin de recourir à l'article 10. Merci beaucoup. Il y aurait tellement de choses à dire. Tellement de choses à dire. Oui, oui, aussi. Et pendant le déjeuner, je suis sûr que vous pourrez continuer tant que vous ne vous envoyez pas au visage un bout de salade ou un verre d'eau. Mais est-ce que vous voulez répondre tous les deux? Oui, rapidement. Enfin, je vais Oui, et je laisserai la parole à ma collègue qui a beaucoup de questions. Mais tout d'abord, je ne réponds pas à la question, je voulais juste faire une remarque, mais vraiment très rapide, puisque ce n'est pas la première fois qu'on en parle. Mais à propos de l'enseignement privé dont on va reparler cet après-midi, je voudrais quand même qu'on précise bien que l'enseignement privé contractuel en France n'est pas confessionnel. Et qu'en l'occurrence, une jeune fille portant le voile qui va dans un établissement privé musulman contractuel n'a pas plus le droit de porter son voile que dans un établissement public. Donc l'argument du fait que ça renvoie à un enseignement communautariste, je pense que ça ne tient pas. L'enseignement privé est privé parce qu'il relève, selon la loi de 59, du caractère propre de l'établissement et non pas de son caractère confessionnel. Et ça, j'ai trouvé que depuis hier, on avait tendance à renvoyer l'enseignement privé vers le religieux, alors qu'en fait, une école Montessori peut être privée, elle n'a rien de religieux, voilà, tout simplement. Donc, c'est vrai qu'on a entendu beaucoup cette histoire d'élèves qui allaient vers les établissements privés musulmans. La réalité, c'est qu'ils sont plus souvent allés vers des établissements privés catholiques, entre parenthèses, dans lesquels on ne voit pas pour quelle raison on porterait plus facilement le voile que dans un établissement public. Enfin, c'est juste une parenthèse que je voulais faire. Alors, quant à la question entre handicap et race, bon, disons-le, enfin, je vais dire en quelques mots, parce que, bon, aujourd'hui en sciences sociales, je le regrette personnellement, mais on a l'impression qu'on n'a plus rien à se mettre d'autre sous la dent que la question de la race. Voilà, bon. Donc, ça fait un petit moment que ça dure. Il y a un livre de Stéphane Beau et Gérard Noiriel qui a mis les pieds dans le plat en disant stop, où va-t-on avec cette notion? En réalité, la notion de race ou de racialisation du social, ça n'existe pas. Enfin, les races n'existent pas. C'est une façon d'exprimer des choses. C'est-à-dire que les tenants de la race disent la chose suivante, ils disent il ne peut pas y avoir de racisme sans race. Voilà. Mais un autre pan dit le fait d'employer le mot race est déjà du racisme. Vous voyez, donc c'est une sorte de raisonnement circulaire. Alors la sociologie a beaucoup d'outils. Par exemple, on peut employer la notion de propriété migratoire. Voilà. Moi, j'emploie descendant de l'immigration nord-africaine, ce qui m'évite de dire maghrébin ou race ou etc., etc. Et donc il y a un effet, bon, j'oserais pas dire de mode. Mais nos sujets sont assez communs, en fait. C'est-à-dire qu'il y a derrière tout ce qu'on est en train de faire une chape, disons-le franchement, idéologique et politique qui pèse sur les objets, en quelque sorte. Et on voit bien que les tenants de la race, en particulier en France, opposent l'universalisme et le différentialisme. Et ils ont les yeux qui sont tournés vers les modèles anglo-saxons, qui sont des modèles différentialistes de reconnaissance des minorités ethniques. Et je pense qu'ils appellent de leur vœu une évolution structurelle de la France dans cette direction. Mais lorsque on est dans cette posture, on n'est plus dans une posture de scientifique, on est dans une posture normative. Et je pense, à titre personnel, qu'on instrumentalise à leur corps défendant les populations concernées. Alors moi, je fais beaucoup de travail sur le terrain. Je peux vous garantir, en allant dans les quartiers populaires, que quand je parle à des populations descendantes de l'immigration,
elles n'en reviennent pas que dans des écrits scientifiques, on les appelle populations racisées. Voilà. Et pour elles, après tout, elles font preuve de bon sens. Pour elles, il n'y a pas photo. Elles disent « ce sociologue est un sociologue raciste ». Alors que le sociologue, employant le mot racisé, dit « ils sont racisés parce qu'ils font l'objet d'un racisme par un tiers ». Enfin, on voit bien que c'est une impasse. C'est une impasse qu'a travaillé Hervé Lebras depuis extrêmement longtemps, etc., etc. Mais ce que je voudrais dire, juste pour finir, je ne sais pas si vous avez compris un peu le sens de mon propos, c'est un peu comme ce qui a été dit tout à l'heure, est-ce qu'on est républicain, pas républicain, dans des interventions que je peux faire comme ça. Bon, on m'a dit, donc, tu es pour les discriminations, puisque tu les contestes, et donc, potentiellement, tu es raciste, ce qui me plaît beaucoup. C'est un compliment, c'est une preuve d'intégration sociale. Mais là n'est pas la question. C'est-à-dire qu'il y a des cas de discrimination, on en a déjà parlé hier, quand des élèves candidatent à une grande école ou bien une telle orientation, et comme par hasard, on a les 2 élèves d'origine turque qui ne sont pas pris à note égale, on a le droit de parler de discrimination. Et on a le droit, à la limite, de faire des recours. Mais lorsqu'on constate que 25% d'enfants issus d'immigration obtiennent le baccalauréat, mais qu'on n'oublie pas quand même de rajouter que 70% sont issus de classes populaires, est-ce que leur orientation dépend de leur origine, entre guillemets, ou bien de leur appartenance aux classes populaires? Si c'est l'appartenance aux classes populaires, alors on est dans un paradigme bourdieusien absolument classique. Mais là, rien n'autorise à employer le vocable de discrimination. Pour finir, s'il y a discriminé, il y a discriminant. Alors l'État peut être discriminant, on rentre dans le schéma anglo-saxon du racisme d'État. Si ce sont des individus singuliers qui sont discriminants, alors ils sont susceptibles de poursuites. Enfin, je pense que ce n'est pas un terme qu'on peut employer à la légère. Voilà ce que je voulais dire. Excusez-moi. Alors très rapidement, parce que alors c'est pas moi qui qualifie la laïcité. Moi, je passe mon temps à dire qu'il ne faut pas la qualifier. Donc la critique envers les républicains, c'est pas moi. Hein. Moi, je vous ai juste présenté les critiques que font les auteurs. Voilà. Et quand je parle de république, c'est qu'est-ce que c'est que la république? Un état de droit. Enfin voilà, on pourrait décliner la notion de république en droit. Elle existe et voilà, elle signifie beaucoup de choses. C'est ça, moi, hein, que je visais. La liberté de conscience et la liberté d'expression sont dans les textes de droit international et européen inclus dans le même article. C'est une façon particulière qu'a le droit international et le droit européen de présenter ces libertés. En droit français, parce qu'on n'a pas quand même attendu les droits internationaux et le droit européen pour proclamer ces libertés, on est quand même précurseur en la matière. Donc nous avons dans nos textes 2 libertés totalement différentes. La liberté de conscience et la liberté religieuse, et la liberté d'expression. La liberté religieuse est un volet de la liberté de conscience. L'article 10 dit « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, virgule, même religieuses ». Et là, il faudra aller lire le commentaire qu'en a fait le professeur Rivero, pourvu que, etc., etc. Ça, c'est la liberté de conscience. La liberté religieuse n'en met qu'un volet. Il n'y a pas un texte qui parle de liberté religieuse. La loi de 1905 dit quoi? Elle ne dit pas qu'elle protège la liberté religieuse. Le premier message de la loi, c'est « La République assure la liberté de conscience », dont fait partie la liberté religieuse. Nous avons quand même la liberté d'avoir des opinions qui sont autres que des opinions religieuses. C'est ça la liberté. Donc voilà, il faut en droit, enfin en liberté publique, je parle sous le contrôle d'éminents professeurs, c'est quand même pas la même chose. La loi de 2004 ne s'en prend pas à la liberté de conscience des élèves, elle ne s'en prend qu'à leur liberté d'expression, tout comme l'obligation de neutralité qui pèse sur les agents publics n'est pas une obligation qui porte atteinte à notre liberté de conscience puisqu'elle relève par définition du fort interne, elle n'atteint que notre liberté d'expression. Enfin, ça, c'est l'état du droit en France. La CEDH a toujours validé notre modèle de laïcité. Dans plusieurs décisions, elle a dit que la clé de voûte de la laïcité en France, c'était la loi de 1905. Mais c'est vrai que la CEDH, elle valide autant le modèle anglo-saxon qui vise, et là je m'appuie sur les articles du professeur Letteron, la laïcité anglo-saxonne qui est là plus pour protéger les religions contre l'État, et notre laïcité française qui est là plus et qui a été construite plus pour défendre l'État contre
les prétentions des religions. Donc c'est quelque chose d'assez compliqué quand même. Hein. Dès qu'on va chercher la jurisprudence européenne, on ne peut pas arguer. Ça a été fait pendant pas mal de temps. Certains auteurs en appelaient toujours à la CEDH. Ça ne se passera jamais à la CEDH. C'est toujours passé devant la CEDH parce qu'elle valide autant le modèle anglo-saxon que le modèle français. Alors, pour répondre, je vous dirai là, pour le fait que la République ne respecte aucune croyance, elle respecte ne protège aucune croyance, sa protection ne va pas sur le fond des croyances. Voilà, je vous le donnerai. Ne va pas sur le fond parce qu'à la limite, ça voudrait dire qu'on pourrait créer un délit de croyance, d'opinion religieuse, et ça, c'est pas possible. Oui, alors ça c'est une réflexion qu'on peut avoir et dont on peut parler peut-être beaucoup plus amplement dans le cadre de l'art et de la censure de l'art. Voilà. Enfin bon, voilà. Alors je ne sais pas si j'ai répondu à tout, j'ai oublié certainement des choses. Merci infiniment à toutes et à tous.